Cette Écoutez, conférence va maintenant être enregistrée. voilà. Merci Agatha. Donc bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter moi aussi. Je m'appelle Gaël Grimandi, je suis PUPH à l'UFR de pharmacie de Nantes. Et je suis alors beaucoup de choses sur le DES de pharmacie hospitalière. Je suis président du collège du DES et je suis toujours d'ailleurs, même si ça va venir à la fin, coordonnateur national du DES Ancienne Réforme. Donc, je suis heureux de vous présenter l'utilisation de la plateforme SIDSNG pour les internes en pharmacie hospitalière. Alors, évidemment, ce travail a été fait pour ceux qui sont entrés dans la réforme du troisième cycle, mais évidemment, nous l'utilisons pour les internes d'Ancien Régime. Alors, la réforme de la R3C, je vais reprendre un mot que tout le monde utilise et que finalement je trouve amusant, elle a été disruptive, hein, parce qu'elle a introduit une approche compétence dans la formation, qu'elle soit en stage ou académique, et les deux étant couplés. Donc c'est vraiment un changement dans la formation où finalement dans l'internat ancienne mouture, l'interne finalement faisait un cursus qui était adapté à ses souhaits ou pas d'ailleurs, et qui n'était pas finalement structuré pour les métiers forcément de la pharmacie hospitalière, même si évidemment les formations suivies étaient toujours en accord. Euh, la réforme a nécessité, et on le savait déjà hein, sur l'ancien régime, elle a nécessité, ou conforté d'ailleurs, la mutualisation des moyens en formateurs universitaires ou praticiens entre les régions. Mais la réforme l'a encore plus renforcé puisque nous sommes dans son contexte obligés d'ouvrir 4 UE quasiment chaque semestre, ce qui fait que ça multiplierait les heures de cours pour des cohortes d'internes relativement peu nombreux. Donc il a fallu réfléchir à une mutualisation, ce qu'on vous présentera, ce que le professeur Clouet vous présentera. La région Pays de Loire est pilote pour l'instant pour l'utilisation de la plateforme. Alors, si vous étiez aux ateliers ce matin sur l'utilisation de l'outil pour la validation des stages par dématérialisation et en approche compétence également, mais elle également pilote pour des enseignements, notamment l'UE dispositifs médicaux et stérilisation qui va vous être présenté. Alors, comment ça va se dérouler cet après-midi pendant cette séance? La plateforme, notre outil ou notre utilisation de l'outil, excusez-moi, va être présentée par le professeur Clouet. Après, il y aura une session de questions-réponses évidemment. Et puis, Thibaut Grising, qui est représentant de la FNSI PBM, va nous présenter aussi finalement la perception des internes en pharmacie hospitalière par rapport à l'utilisation de ces nouveaux outils. Hein, auxquels ils n'étaient pas non plus habitués. Enfin, c'était pas leurs outils. Avant la réforme de l'interne, de l'internat, on était toujours sur des supports papier. Donc, je pense que le mieux, c'est de laisser la parole à Joanne Clouet, qui va vous présenter finalement à la fois ce que nous avons fait, puis un peu un bilan au bout d'un an de fonctionnement. Joanne, je vous laisse la parole. Merci Gaël, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter également. Donc, Johan Clouet, je suis pharmacien PUPH à l'Université de Nantes et ça fait une quinzaine, presque une vingtaine d'années maintenant que je suis spécialisé dans le dispositif médical et je suis coordonnateur régional donc, de l'UEDM stérilisation que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors Gaël a représenté un petit peu les éléments par rapport à la réforme du troisième cycle. Je ne vais pas revenir dessus. On va s'intéresser essentiellement à une formation qui s'adresse aux internes en phase socle et qui doivent suivre 4 UE obligatoires. Et donc, on va s'intéresser à l'UEDM stérilisation que nous avons mis en place. Donc, bien sûr, cet enseignement, il se fait en lien avec les compétences qui ont été établies autour des dispositifs médicaux et stérilisation, que vous avez ici, autour de la réglementation, circuit de sté, le traitement des plaies, circuit DM, etc. Donc, beaucoup de choses qui correspondent véritablement aux compétences qui sont rappelées dans les tableaux que vous avez tous et que les internes doivent remplir avec leur T0, T3 et T6, et puis bien sûr les lieux de stage en termes de mise en œuvre. Donc, je ne vais pas les rappeler, je ne vais pas je vais pas les traiter les unes derrière les autres, je vous rassure, vous les avez toutes de votre côté. Ces compétences, elles nous ont permis en fait de définir 10 grandes thématiques autour du DM et de la stérilisation pour les internes en phase socle que vous avez ici, et c'est comme ça qu'on a travaillé finalement ensuite. Et vous allez voir qu'on est passé d'un enseignement régional à un enseignement interrégional. Alors, c'est naturellement finalement qu'Eurofarmat a également été impliqué dans la mise en œuvre de différents supports qui vont aboutir à des supports, on va dire, nationaux
et qui sont disponibles sur la plateforme CIDES-NG pour n'importe qui pourrait être intéressé par le DM en tant que maître de stage, en tant que coordonnateur. Donc, ceci doit se faire après sollicitation de vos coordonnateurs régionaux, si vous le souhaitez. Et puis, vous voyez à droite, donc, on a la carte de France avec 5 régions qui sont colorées et qui correspondent finalement à notre formation interrégionale qu'on a mis en place, donc qui regroupe les régions Bretagne, les régions Centre, Nouvelle-Aquitaine et puis Occitanie, puis bien sûr la région Pays de la Loire, qui nous concerne plus particulièrement, Gaël et moi. Donc cet enseignement, on l'a organisé pour que ce soit une formation participative et partagée, c'est-à-dire que tout le monde va participer, tout le monde va partager en fait ses contenus, et on va être sur un mode vraiment de mutualisation de nos forces. Et donc cela représente environ 40 enseignants aujourd'hui au niveau de l'UE, alors des enseignants bien sûr des hôpitaux universitaires, mais qui finalement sont assez minoritaires par rapport aux praticiens hospitaliers qui sont très bien représentés en fait dans cette formation. On a bâti en fait cette organisation autour d'un enseignant par référent, enfin un enseignant référent par thématique, et cet enseignant référent finalement va s'appuyer sur 3 à 4 enseignants supports, et finalement une thématique comme l'abord parentéral peut très bien être portée par la région Pays de la Loire, et puis la thématique stérilisation par exemple par la région Nouvelle-Aquitaine, et puis par contre les enseignants supports vont être des différentes régions. Donc chaque région, chaque thématique en fait elle vit sa vie, chacune va évoluer de son côté, avec bien sûr un besoin de coordination que j'assure au quotidien. Alors, on a déjà réalisé une première session, on a déjà eu une première promotion en 2020 qui regroupait 97 internes, qui est un nombre assez important, qui correspondait finalement à des étudiants, enfin des internes ancien régime et nouveau régime, et qui regroupait donc la région Pays de la Loire, Centre, Nouvelle-Aquitaine et Bretagne. La nouvelle promo qui a débuté, donc la formation en mai, regroupe 49 internes sur Pays de la Loire, Centre, Nouvelle-Aquitaine et Bretagne. Et puis, on a d'ores et déjà intégré l'ensemble des enseignants de l'Occitanie sur les différentes thématiques. Et on compte intégrer les internes de la région Occitanie à partir du mois de novembre prochain. Donc, on sera à environ 60 internes. Alors, pour faire cette formation qui, étant interrégionale, forcément, les différents internes sont sur différents lieux. Et puis, on va dire que suite au Covid de l'année dernière, on a été un petit peu échaudé. On a été obligé de mettre en place une formation en distanciel. Donc, on a pas mal utilisé une autre plateforme que Zoom l'année dernière qui nous posait quelques soucis. Ayant maintenant accès à Zoom par intermédiaire de l'Université de Nantes, l'ensemble de la formation est assuré sur cette plateforme. Et puis, les internes peuvent néanmoins être en présentiel sur le lieu du cours. Par exemple, si moi, je fais un enseignement à Nantes sur une thématique, eh bien, les internes qui sont à proximité peuvent très bien venir sur le lieu du cours, ou également se regrouper, par exemple, dans une salle à Bordeaux, par exemple, pour suivre le cours qui a lieu à Nantes, etc. Par rapport à la session de 2020, on a assuré de très grands changements et on a évolué énormément dans nos modalités d'enseignement. Le calendrier ne nous avait pas permis l'année dernière de retravailler complètement notre formation, donc on était resté sur quelque chose d'assez conventionnel avec quand même énormément de cours magistraux. Cette promo qui a commencé en mai 2020 bénéficie d'enseignements complètement différents qui sont tournés vraiment vers l'apprentissage par l'expérience, et ceux qui étaient ce matin à la session sur la licence Shift, c'est à peu près sur le même modèle, c'est vraiment le learning by doing, avec différents modes projet, le travail en autonomie, des mises en situation, des cas cliniques, et c'est les internes finalement qui sont acteurs de leur formation. Alors on leur apporte différents contenus, alors bien sûr des supports classiques, on va dire type PDF, mais bien sûr également d'autres supports tels que des vidéocapsules, des supports de e-learning qui sont directement sur la plateforme ou qui soient associés à des liens en fait qui emmènent les internes en fait directement sur le site du e-learning, et également des podcasts qui peuvent écouter et qui sont souvent placés en amont en fait de chaque thématique pour qu'ils soient un petit peu acculturés à différents termes au quotidien. Très peu de travail sur le temps personnel, ça c'était en lien avec la première promotion qui a un petit peu souffert, qui a été obligé de beaucoup travailler en amont et on va dire entre les journées de formation. Donc on a limité ce temps et maintenant le temps de travail personnel est compris en fait dans la journée de formation.
Et donc, on a un nombre de cours magistrales qui est vraiment à minima aujourd'hui. On est vraiment sur l'acquisition de compétences et non plus sur l'acquisition de connaissances comme on pouvait l'être encore il y a quelques temps. Bon, 3 modalités d'évaluation, je vais passer assez rapidement là-dessus. On a mis en place un contrôle continu pour chaque thématique. Donc, les internes réalisent par groupe en fait des différents travaux et ces travaux sont notés par les différents enseignements de chaque thématique. Un oral en fin de formation qui aura lieu en octobre pour cette promotion-là. Donc, avec un travail de fond, et c'est là qu'on a associé également les maîtres de stage, puisque c'est travail de fond, le sujet est transmis par ces maîtres de stage. Et donc, on aura un jury avec 2 pharmaciens enseignants et donc une note sur 20 également. Chose que l'on faisait historiquement depuis des années avec l'UEDM, c'était également la particularité de faire une épreuve de reconnaissance. Et on a mis en place une échantilliothèque que l'ensemble des maîtres de stage ont à leur disposition pour la plupart. Et cette reconnaissance, en fait, va être faite avec les maîtres de stage. Ce sont les maîtres de stage qui nous envoient la note que l'interne a. Et donc, on compile l'ensemble des choses. Et quand l'interne a une note supérieure à 30, eh ben, il est admis à cette UE. Donc, on cale vraiment les choses par rapport aux compétences au fur et à mesure. Donc, on a la chance, clairement, de pouvoir utiliser et de faire cette formation via la plateforme d'enseignement CIDES-NG, où on va y trouver vraiment notre espace dédié pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants. Et les enseignants peuvent y accéder quand ils veulent. Et puis, cette plateforme, elle est aussi accessible pour les maîtres de stage, pour l'ensemble des maîtres de stage en fait, des 5 régions. Et puis, bien sûr, pour vous également, au niveau des supports nationaux, si vous le souhaitez. Donc, on a l'ensemble des documents administratifs, du contenu, un forum de discussion, un dépôt de travaux de groupe, le suivi de la formation et les résultats des évaluations, mais je vais vous montrer un petit peu plus en détail tout de suite. Alors, je vais vous emmener sur la plateforme. Je vais vous montrer déjà l'aspect général. Je pense que vous voyez l'écran qui apparaît. Oui, ça va. Voilà, donc en fait, on a un panneau général qui correspond au desk de pharmacie hospitalière finalement. Et puis, vous voyez, il y a bien sûr la pharmacie clinique qui dispose de son panneau, enfin de sa session. Et puis, nous, on a notre session dispositif médical et stérilisation. Et donc, vous avez ici l'ensemble des éléments avec différents éléments comme le forum étudiant. Donc, on va aller discuter avec nos internes. Ils vont de temps en temps nous répondre, pas beaucoup, je trouve, pas assez peut-être. Bon, peut-être que parce que c'est très clair pour eux, donc on l'espère. Un aspect organisation générale où vous allez trouver le planning, les modalités d'inscription, etc. Je vais vous le montrer par exemple. Voilà, ils ont l'ensemble des documents. Et puis, je vais vous montrer. Hop, on a mis en place également un préambule à la formation avec une vidéo qui leur permet de comprendre, d'avoir finalement le contrat pédagogique associé à cette formation. Et on a également associé 2 podcasts qui leur permettent vraiment en amont en fait du début de la formation de savoir comment ça va se passer et puis de commencer un petit peu à réfléchir sur ce qu'est un dispositif médical, ce qu'est la stérilisation, etc. Ensuite, je voulais vous montrer, un exemple de thématique. Donc, on va prendre l'exemple de l'abord parentéral. Donc, initialement, vous voyez, vous avez tous ces contenus là qui sont les uns derrière les autres. Donc, c'est vraiment une source de documentaire pour les internes, mais ce sont des documents qui vont leur permettre de faire leurs travaux en fait de groupe. Et on a organisé dans cette session 2 devoirs. Un premier devoir qui correspond, on va dire, à des cas simples autour de l'abord parentéral. Donc, ça, c'était sur une journée. Et puis, un deuxième devoir où là, par contre, on va monter dans le niveau de compétence avec des cas un peu plus complexes. Donc, ça, c'était sur une deuxième journée. Et donc, ils vont réaliser ces différents devoirs. Alors, je ne vais pas prendre le 1, ce n'est pas un bon exemple. Je vais prendre le 2. Voilà, donc, comme c'est organisé, avec les différents sujets. Et puis, ces sujets sont attribués, vous voyez, à différents groupes. Et on va tirer au sort un groupe en général qui restitue à l'ensemble des autres groupes. Et vous voyez, par exemple, le sujet 3, Joanne, il est très... Oui. Joanne, excusez-moi, c'est petit pour nous, hein. Je pense que c'est pareil pour les autres, donc faut le détailler un petit peu. Ouais, là, c'est mieux. Voilà, très bien. Merci. Donc, le sujet 3, par exemple, là, il est traité par le groupe 4 et le groupe 11. Donc, on va tirer au sort un des deux.
Et puis, finalement, on va poser des questions. Alors, imaginons, celui qui restitue, c'est le groupe 4. Eh bien, on posera des questions au groupe 11 pour savoir s'il doit ou non compléter la présentation du groupe 4, etc. Et c'est comme ça qu'on va interagir. Finalement, c'est un peu une classe inversée, hein, mais avec différentes choses. Donc, ensuite, on va avoir, bien sûr, les travaux qui vont être remis par l'ensemble des internes. Donc là, ils travaillent par groupe, donc vous voyez, en fait, ils vont déposer en fait leurs travaux directement. Voilà, donc on peut les récupérer, etc. Et puis ensuite, donc, on note l'oral pour ceux qui passent à l'oral, et puis on note le support pour ceux qui ne passent pas à l'oral. Voilà. Alors, donc on a commencé également à développer un peu de suivi des étudiants. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Enfin, je pense que vous le voyez. Donc là, Un peu j'ai plus grand. filtré. C'est un peu grand? Ouais, non, c'est bien, c'est mieux déjà. Donc ici, vous avez j'ai filtré sur les internes qui correspondent à la promotion mai 2021, octobre 2021, celle qui est en cours. Et donc, vous avez pour chaque interne, en fait, un panneau de progression, donc d'achèvement d'activité. Et donc, on peut regarder où est-ce qu'ils en sont. Alors, il y a encore beaucoup de rouge. En fait, il y a pas mal de petits panneaux rouges qui devraient être verts. C'est parce qu'on a fini le paramétrage après que l'activité ait eu lieu, en fait. Donc, on ne peut pas avoir une antériorité. Donc, ce sera corrigé pour la session du mois de novembre prochain, mais ce n'est pas très grave. En tout cas, maintenant, on maîtrise à peu près ça. Et vous voyez, il reste encore du bleu pour certains. Il reste des choses à faire. Alors, il faut aussi qu'on décide est-ce qu'on doit tout mettre en vert ou non. Et ça, ça va être un choix qui va être fait un petit peu au fur et à mesure en fonction des thématiques. Et on n'a pas encore finalisé ça. Voilà, il reste des petites choses à faire, c'est normal. Donc, on réalise également un suivi des notes. Alors, ça, c'est en cours parce que on est capable de mettre une note. En mettre deux, c'est un peu différent. Et je vous rappelle qu'il y en a qui passent à l'oral plus le support. Donc, on n'arrive pas forcément à mettre deux notes. Donc, on va corriger ça également si on le peut. On verra avec les référents UNES. Et enfin, on a commencé, alors on avait déjà mis en place l'année dernière une évaluation des enseignements. Donc voilà, vous arrivez sur le questionnaire en fait que les internes vont avoir à remplir au fur et à mesure. Et puis ensuite, on va compiler l'ensemble des éléments. Et puis, ça nous permettra d'avancer sur la future formation. Et bien sûr, il y a une évaluation de la formation par les internes, mais également nos enseignants support, nos enseignants référents nous rapportent des éléments pour améliorer à nouveau les choses au fur et à mesure. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'en profite pour remercier Louise Maspero et puis Florence Quillot pour leur aide au quotidien dans la mise en place de cette UEDM stérilisation et qui font partie du SPIN santé et de l'UFR de pharmacie. Voilà, écoutez, je vous remercie. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais oui, merci Joanne pour cette présentation qui a été un peu rapide, mais qui est exhaustive. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? D'ailleurs, on va demander d'abord, avant même de... Ah, il y a une question. Frédéric, vas-y, pose ta question. Ouais, moi j'avais une question. Tous les étudiants des régions que vous avez montrées sont entrés dans ce Moodle du CIDES parce que je vois un logo Université de Nantes. Vous récupérez que les vôtres? Ça se passe comment? Non, on récupère l'ensemble des internes, les 49 internes des 4 régions actuelles et à partir de novembre, la 5e région qui sera la région Occitanie. Alors, ça, puisque Joanne ne l'a pas dit, mais alors, on a démarré assez rapidement cette réforme et c'est vrai que comme on en était un peu les organisateurs à Nantes, on a été sollicité par d'autres régions finalement pour collaborer et pour aider. Un, parce qu'il y a les effectifs d'internes au niveau de chaque région ne seraient pas suffisants pour monter sans arrêt les enseignements. Et deux, parce que certains souhaitaient participer avec nous à cette construction. Alors après, il faut bien être clair, hein, parce que Joanne le dit sans arrêt, c'est que la limite de la coopération, pas pour mettre les enseignements support à la disposition de tout le monde, mais pour créer finalement ces ateliers, ces classes inversées et tout, je pense que là, on est à l'extrême limite hein, de la capacité de mutualisation. Parce que vous voyez bien qu'on fait intervenir des collègues dans toutes ces régions. Il faut se partager les travaux. Donc on voit bien aujourd'hui que
enfin, c'est notre sentiment on ait atteint la taille limite. Ça veut dire que si les collègues des autres régions veulent se mutualiser, ça serait plutôt pas mal s'ils veulent prendre le même modèle, mais ils s'accrocheront pas à nous. C'est ça que ça veut dire en termes beaucoup plus simples, si on veut être clair là-dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, et ça c'est un des écueils que l'on a vu avec Johan, c'est qu'aujourd'hui, tous les supports d'enseignement sont disponibles pour les coordonnateurs locaux, régionaux, parce qu'ils sont identifiés dans une ACIDES, ce sont des enseignants. Après, ce qu'il faudrait, et nous on l'a fait, mais on voit que ça ne marche pas encore bien, c'est de diffuser l'ensemble des supports également aux maîtres de stage. Pourquoi? Parce que je l'ai dit au début, il y a un parallélisme entre la formation académique et la formation au stage. Et clairement, si vous regardez les fiches compétences qui ont été définies, je ne sais pas si Johan, vous pouvez en repasser une en l'agrandissant, mais les compétences qui ont été définies, elles s'exercent, évidemment, on le fait de façon académique et on le fait avec des praticiens hospitaliers, mais il y a des choses qui sont acquises aussi directement en stage. Et il nous paraissait important, quand on a créé l'ensemble des supports, que tout le monde partage ces supports-là. Et c'est pour ça que ça a été créé avec la société Europharmat, société savante Europharmat des dispositifs médicaux, parce que dedans participent à la fois des universitaires et non universitaires. Donc on est arrivé pour la première fois à avoir un discours homogène sur des choses qui n'étaient pas très formatées. Hein. Le dispositif médical, c'est très particulier. Agrandissez un petit peu si vous pouviez, Johan, ça m'arrangerait. Et donc on a aujourd'hui un discours homogène. Donc ce qui serait important dans les autres régions, c'est que les coordonnateurs donnent les codes ou fassent accéder les maîtres de stage à ces supports-là pour que le discours en stage soit en cohérence. Parce qu'il n'y a rien de plus, vous savez aussi tous comme moi, qu'il n'y a rien de plus facile que d'avoir entre deux enseignants universitaires ou non des discours qui ne sont pas tout à fait en accord. Donc ce qui est important pour nous, c'est ça. Et c'était ça dans l'outil CIDES nous l'a permis, puisque là, clairement, tout le monde a nos supports. Après, ces supports qui sont disponibles, c'est très ouvert, c'est-à-dire que chaque enseignant de chaque région peut les utiliser directement. Ils ne sont pas verrouillés. On devra discuter avec Inès CIDES, enfin la plateforme Inès, les droits d'auteur, mais c'est en cours. Mais tous ces supports peuvent être utilisés et peuvent être, je dirais, réduits ou augmentés en fonction de l'expérience personnelle. Nous, on a choisi de ne pas trop les toucher. On met plutôt les mises en situation qui sont propres, on les met dessus à disposition. Ça, par contre, elles sont clairement pas partagées en dehors de nos coopérations, parce qu'il y a un vrai travail de fond dessus, sur lequel on échange, on discute. Les mettre à disposition de collègues sans avoir partagé ce qu'on attendait est un peu compliqué. Mais ce qui fait qu'on a vraiment, pour tout enseignant, hein, quel qu'il soit, bah, vous avez un cours à faire à un moment donné sur, on a pris la perfusion, mais on pourrait prendre l'abord digestif ou non, vous cherchez le thématique, vous avez le cours, n'importe qui peut l'utiliser. Sous les formats qu'il veut, en y mettant son iconographie, en mettant ce qu'on veut. Et ça, je trouve que c'est, et ça, je pense que Thibault le dira, c'était une demande forte des internes d'avoir finalement pas une formation standardisée, homogène, on est bien d'accord, mais un corpus finalement assez quand même cadré pour que finalement il y ait une formation à peu près égale pour chaque interne dans toute la France. Est-ce que je suis clair, Frédéric? Et est-ce que je réponds à ta question? Alors oui, oui à moitié, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, la région Nord ou Nord plus Est, etc., veut faire la même chose que vous, on a la possibilité de le faire dans CIDES ou on va devoir développer une plateforme? Non, vous utilisez CIDES tel quel. Et par contre, ça, on est même prêt, enfin, je dis ça pour Johan, hein, à vous former pour le faire, parce que finalement, c'est peut-être la solution pour nous. Oui. Même sur le suivi des étudiants à l'intérieur de la plateforme? Ah ben, les outils, oui, bien sûr. D'accord. Alors après, si tu es du côté de Lille, c'est ça? Tu es où? Je suis à côté de Pascal, ouais. Ouais, c'est ça. Vous avez, on en a discuté beaucoup, hein, vous avez un outil qui est pas mal. Donc c'est un peu, qui est déjà pas mal abouti en termes de suivi des étudiants. Et donc je sais que Pascal n'a pas forcément basculé complètement. Après, le problème qu'il a, Pascal, dans son système, c'est que ça marche très bien pour vous, mais c'est pas partageable.
Tandis que tout ce que nous faisons, nous, on peut le partager. D'ailleurs, même, on va jusqu'au bout. Si demain, vous voulez avoir une mise en situation, parce que c'est la discussion qu'on avait avec Johan, on ne va pas inventer des mises en situation permanentes. C'est sûr qu'on les incrémente en fonction de notre vie professionnelle, mais on pourrait très bien imaginer un temps T d'échanger nos cas, nos mises en situation avec vous et vice-versa. Eh ben, la plateforme le permet. Sinon, c'est compliqué d'échanger. C'est ça que, et moi, je trouve que l'outil est bien, enfin, il est perfectible, hein, c'est pas le plus complet, mais d'abord, il se développe. Et je pense qu'il nous permet d'échanger complètement nos expériences et la façon dont on aborde des choses. Et on pourrait même imaginer une coordination des enseignants, enfin, je veux dire, un séminaire ensemble de tous les enseignants du DM, mais ça peut être pour autre chose. Et puis on partage des cas, on discute, on peut le faire comme on a fait sur toute la région, sur toutes les régions avec qui on partage. Juste pour compléter, moi je pense que la masse critique, elle correspond à 60 étudiants. Au-dessus de 60, travailler avec, là on est déjà à 11 groupes aujourd'hui, on va arriver à 15 groupes quand on sera à 60. Je pense que c'est la masse critique et on ne pourra pas faire plus. On avait fait avec 97 internes à la première promo, mais qui était sur un mode complètement différent, un mode, on va dire, conventionnel avec beaucoup de cours magistraux. Donc en fait, ils ont suivi en fait des cours sur Zoom quoi, à un moment donné. Là, faire de la mise en situation, du cas clinique, comme on peut le faire aujourd'hui, au-dessus de 60, ça me paraît un peu compliqué. Donc c'est vrai que le regroupement que nous on a fait, on va dire sur tout l'Ouest là, s'il pouvait y avoir un autre groupement ou deux autres groupements sur le Nord-Est et l'Est, ce serait séduisant. Et en effet, le partage après de cours, le partage de QCM, le partage de croc, le partage de mise en situation, de cas cliniques, ben, enfin, moi je pense que ça peut vraiment être très intéressant et puis d'échanger nos expériences les uns avec les autres. Et pour revenir sur la charge d'enseignement, j'avoue que moi, je trouve que c'est une vraie bénédiction, hein, parce que je suis passé d'un grand nombre d'heures de cours sur l'UEDM qui se faisait certes tous les 2 ans. Je suis arrivé, je fais 3 séances dans l'année, quoi. Donc, ça reste, ce partage aussi est intéressant, quoi. Donc, ça permet de diminuer la charge de travail. Valérie? Après, l'aspect hybridation de contenu avec l'ingénierie pédagogique autour de vidéocapsules, etc., ça va nous permettre aussi de limiter notre temps d'enseignement pour nous consacrer vraiment à ces cas cliniques, quoi. Donc, les étudiants, ils ont en amont en fait les éléments sur ces vidéocapsules et ils les travaillent ensuite directement sur leur cas. Ouais, Frédéric, question complémentaire? C'est bon? D'accord. Alors, C'est bon, merci. ouais, Johan a Excusez-moi. montré. Oui, Philippe, Oui, allez-y. excusez-moi. Oui, Philippe Chenel, je suis pharmacien MCUPH au CHU de Clermont-Ferrand et coordonnateur de l'UE préparation et contrôle sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai une petite question. Déjà, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation qui est très claire et qui donne énormément d'idées. J'ai une question plutôt organisationnelle. Puisque moi j'avais proposé au niveau de la région de faire l'enseignement prep contrôle tous les semestres pour vraiment que ça cale avec les stages des internes. Et on m'a répondu en fait que c'était pas possible parce qu'il y avait une UV pour laquelle donc c'était qualité pour laquelle c'était pas possible. Et en fait, ça a risqué de bloquer les étudiants. Ça veut dire qu'à un moment, des étudiants en 4e semestre, globalement, ils se retrouvaient un petit peu coincés. Ils pouvaient pas faire toutes les UV. Comment est-ce que vous avez réussi au final à coordonner toutes ces UV ensemble? Alors, dans le premier modèle, parce que c'était une question qui a été posée au tout début quand on a dit il y a 4 UE et les 4 UE sont à faire en phase socle, et que la dernière UE n'est pas associée à un domaine de compétences à acquérir, ça a toujours été le concept un peu des choses, parce que c'était une UE qui était transversale et qui sortait un petit peu de l'activité quotidienne du pharmacien hospitalier. Ce qu'on avait dit au début, c'est qu'on démarrait comme on voulait. Alors, du côté de Lille, ils ont pris tout de suite l'option de démarrer chaque UE en synchronisant par rapport au stage. Donc, ça veut dire que une fois que l'interne a fait tous ses stages, il est ou en stage libre ou il double un stage, il fait cette UE à ce moment-là. Donc, alors c'est vrai que nous, on avait fait le choix de garder le rythme pendant au moins une période d'une année de un stage par semestre.
Mais à partir de la rentrée, on ouvre complètement le système où on va ouvrir 4 UE par semestre, sachant que ça permet d'abord de diminuer les cohortes et de travailler de façon, à mon avis, plus intéressante. Et puis, ça permet de synchroniser complètement les internes avec leur stage. Donc, ça veut dire que grosso modo, un interne qui est en général fera la dernière UE qui est transversale, la fera parce que la fera soit sur son stage libre, soit sur un stage qui double au cours de sa maquette, puisque c'est la période où il est libre. Nous avons Oui, comme postulat, oui, ouais. je finis juste, nous avons comme postulat qu'un interne ne peut pas faire 2 UE en même temps, parce que oui, sinon, tout à on fait. ne pas sa charge. Ouais, tout à fait. En fait, ça rejoint exactement le raisonnement que j'ai proposé au niveau régional, mais on m'a, entre guillemets, on m'a fait remarquer que c'était pas possible pour certains collègues apparemment qui géraient d'autres UV de vraiment proposer leur UV 2 fois par an et qu'entre guillemets, tant pis, il fallait que je me débrouille comme ça. Alors, je prendrai contact avec le coordonnateur régional avec plaisir pour lui Ouais, dire que que politiquement, normalement, c'est un UE. Et puis, c'est quand même beaucoup plus intelligent, hein, parce que nous, on n'a pas pu le faire au début pour des raisons bah d'organisation. oui, Mais l'UE, elle doit être, puisque c'est une formation à la fois en stage et hors stage, eh ben, les deux doivent être eh oui. connectés. Et ça permet de synchroniser complètement la forme. Enfin, moi, je Mhm. trouve que c'est l'idéal, et c'est ce que fait la médecine, hein, d'ailleurs, hein. Bah bien sûr. On n'imaginerait Mhm. pas qu'un médecin qui est dans un stage d'infectieux fasse un cours de réa et vice-versa s'il a les deux parcours à faire. Donc ça a du sens. Mhm. Et c'est vrai que c'était un des défauts de l'ancien internat, si je puis dire, c'est qu'on faisait des vieux, par exemple de DM, alors qu'on était en pharmacotechnie ou vice-versa. Et ça finissait Tout à fait. par poser des vrais problèmes. Donc Et je Après, crois que c'est Gaël, une demande forte de la part des internes en tout cas, oui, de pouvoir mettre en adéquation les stages avec les enseignements. mais c'est complètement cohérent. Thibaut? Mais en tout cas, merci après, beaucoup. Gaël, juste un point par rapport à ça. Heureusement qu'on a eu cette période de 6 mois de coupure aussi, quand même, pour se poser et puis pour reconstruire Mais oui, complètement la formation. ben, on Voilà, est c'était complètement important d'accord. aussi d'avoir ce temps de réflexion. Thibaut? Oui, moi du coup là, je voulais d'abord vous remercier pour la présentation qui était très claire, parce que moi n'utilisant pas du coup CIDES, ça m'a permis de voir un peu comment ça fonctionnait. Pour faire un rapide retour du côté des internes, c'est une volonté qui avait toujours existé d'avoir des formations cohérentes avec le terrain de stage, qui permettait d'approfondir du côté universitaire ce qu'on voyait en stage et d'avoir des yeux cohérentes et logiques par rapport à notre formation hospitalière. Donc de ce point-là, la réforme était quand même un gros plus pour les internes et cette volonté de faire des stages comme vous disiez précédemment, de faire des yeux chaque semestre. C'est nous ce qu'on avait demandé à nos internes début janvier, de voir dans les différentes régions comment les yeux étaient organisés, par qui, et qui les avait mis en place et qui ne les avait pas mis en place. La majorité n'utilisait pas encore cette plateforme interrégionale et on avait été un peu effaré aussi que beaucoup de villes n'avaient pas encore mis en place les yeux. Et il y a même certaines villes là qui n'ont pas commencé les yeux pour les phases socles alors qu'elles terminent. Donc ça, c'était un peu une inquiétude qu'on avait et qu'on essayait de suivre. Je vois qu'il y a des sourires, je ne citerai pas les villes, mais il y a des villes où il y a un Non, peu non, des il n'y a pas problèmes. de sourire, mais je vous rappelle, Thibaut, puisque vous me le dites, il y a un collège du DES de pharmacie hospitalière qui a pour mission de suivre. Et là, donc, il faut faire remonter ces informations-là, et c'est vraiment important pour nous, au collège. Alors, c'est soit à moi, puisque j'en suis le président au moins pour l'instant, soit à Stéphane Honoré, qui en est le secrétaire, soit à la vice-présidente à Bordeaux. Bah, Surtout des je vous ferai coordonnées. remonter avec plaisir du coup les données qu'on a eues, qui datent maintenant, qui datent de janvier, mais on compte refaire ce questionnaire auprès de toutes les associations locales pour avoir des retours, mais on vous le transmettra avec grand plaisir. Et je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez, professeur Grimandi, sur l'homogénéité de la formation, qui nous semble primordiale, parce que du coup, c'est une réforme qui a quand même été faite au niveau national, qui doit être mise en place au niveau national. En stage, on peut considérer qu'à peu près tous les internes se forment de la même façon, mais côté universitaire, il restait encore une hétérogénéité majeure. Et pour nous, ça va, ce que vous avez présenté avec des enseignements qui suivent la fiche de compétences, ça nous semble vraiment très très bien et très formateur pour les internes. Et je pense que je m'engage un peu peut-être en disant ça, en engageant tous les internes, mais que ça sera apprécié par vraiment la grande majorité des internes. Donc voilà, je vous remercie quand même pour cette Oui, présentation. merci.
Et merci pour ces informations. Et donc, je rappelle que l'objectif du collège, je reformule, c'est de suivre. Et donc, nous avons un pouvoir incitatif assez fort quelque part dans cette démarche. Alors, Johan a présenté la notion de note. Alors, je rappelle que la première version, on l'a montée en mode un peu dérivé hein, des yeux qu'on faisait avant. Donc, nous avons dans une première phase supprimé, et je suis de plus en plus convaincu que ça n'a pas d'intérêt, toute évaluation écrite, c'est-à-dire sous forme d'examen posant des questions. Je trouve que mettre en situation permet d'évaluer et on est capable de voir tous les internes, donc ça nous va très bien. Je pense que la prochaine étape, et je suis de plus en plus convaincu, c'est de supprimer la notion de notation. C'est-à-dire qu'on est en raisonnement en compétence et une compétence doit être acquise ou non acquise. On l'a déjà fait sur le CSP et donc je pense que demain, sur chaque travail qui est fait par un interne, on considère que c'est validé ou pas. Et ce qui évite de discuter, qui est un truc qui m'insupporte. Quand c'est très bien, il n'y a pas de problème. Hein. On met au-dessus de 16, entre 16 et 20, ça nous va bien. 20, c'est pas souvent. Quand c'est pas bon, bah, on descend en dessous de 7, il n'y a pas de problème. Puis après, moi, il y a toute cette zone grise qui m'insupporte. C'est entre 8 et 12 où on ne sait pas si c'est bon ou pas bon, s'il faut faire quelque chose. Je pense que pour un interne, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une formulation positive en disant que positive entre guillemets, c'est validé. Donc vous avez la compétence, c'est sûr peut-être pas parfait, c'est une autre discussion, ou c'est pas validé parce que c'est embêtant parce que vous avez besoin d'avoir cette compétence pour exercer. Et je pense que nous allons de plus en plus évoluer comme ça, ce qui permet après, on peut déterminer combien de compétences il faut avoir acquises pour valider. Ça, c'est le final. Mais ça permet finalement de construire toujours pareil et en faisant travailler un interne sur quelque chose qu'il n'aurait pas acquis uniquement, plutôt que de refaire passer un examen qui n'est pas forcément sur ce qu'il n'a pas acquis. Si on considère que ne pas maîtriser, et je prends toujours l'exemple de la perfusion, c'est embêtant, eh bien, on fera retravailler l'interne sur la perfusion pour et c'est pas une note finale en disant j'ai l'examen ou j'ai pas l'examen. Ce qui règle le problème de Monsieur Clouet sur la plateforme, puisque si on met plus que de la validation, il est beaucoup plus à l'aise pour utiliser la plateforme. Alors là, il ne le savait pas ça. Ce que non, j'ai mais dit. je suis d'accord avec vous, Gaël, sur l'aspect acquisition de compétences non acquis, en cours d'acquisition ou acquis. La seule chose qu'il faut bien voir, par contre, sur une formation comme ça, c'est qu'il y a un besoin de progressivité du coup derrière. Et aujourd'hui, on a du mal à le faire. On l'a fait sur l'abord parentéral avec une journée sur des cas simples et une journée sur des cas complexes. Mais si par exemple je prends l'abord digestif, ils ont une journée en fait de formation sur cet abord. Sur la journée, ben, on ne va pas avoir de progressivité. Ça veut dire qu'il faudrait refaire une journée derrière pour voir s'ils ont bien acquis et les faire progresser à nouveau. Ça change un petit peu la façon aussi de travailler. Oui, c'est toujours. Mais je pense qu'il faut qu'on évolue là-dessus de plus en plus, parce que je pense qu'au niveau enfin, après, c'est juste une question de conception. Autant le système des notes peut avoir un rôle sur une DFG, parce que l'étudiant est plus en connaissance qu'en compétence, même s'il commence à faire de la compétence. Autant au niveau de l'internat, on est clairement en compétence, quoi. Donc, Mais et au niveau là, national, on pourra imaginer qu'on définisse des niveaux de compétences progressifs voilà, et permettre de définir des cas cliniques, des mises en situation adaptées à chaque niveau. moi, c'est ce que je souhaiterais et ça me paraîtrait. Après, il faut réfléchir au modèle. Et je pense que aussi cette réforme de l'internat est passionnante puisque on est totalement libre, en dehors du fait qu'il y a les 4 UE, on est totalement libre de la conception de la pédagogie. Donc on peut évoluer autant que de besoin et la façon dont on nous fait des retours par rapport à la fois les maîtres de stage par rapport à ce qu'on fait ou les étudiants. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ou des commentaires? Je sais pas, vous pouvez, puisqu'on a, je sais plus combien de temps on a, Agatha est toujours là? Ou Oui, Elisabeth, on finit quand? en fait, on a le prochain événement, c'est à 16 heures. D'accord, donc Normalement, oui, on finit à éventuellement, 55. On a 10 si, minutes, plus de 10 minutes, oui. si Johan, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques slides sur l'évaluation qu'on a faite de la période qui nous a permis de réfléchir un petit peu justement ce que Ah ça oui, représentait comme masse? il faut que Hein, parce j'aille que les récupérer. oui, non, mais ça je vous fais confiance pour bien ranger ça dans votre Macintosh. Mais bien sûr.
Alors pour répondre à la région de Lille, normalement, Pascal, il faudra lui rappeler, hein, Pascal doit charger sur la plateforme toute la partie pharmacotechnique puisque c'était le coordonnateur et que ça serait bien justement qu'on puisse nous bénéficier des enseignements dans les Pays de Loire éventuellement en termes de support, en termes d'outils pour améliorer aussi notre formation. Donc il faudra bien lui rappeler qu'on attend, il s'est engagé à le faire. Alors je lui ai pas encore mis la pression parce il doit avoir la tête sous l'eau, mais c'est vraiment important qu'on enclenche complètement de cette dynamique. Et je crois que c'est vraiment, enfin, à la fois les outils nous permettent de faire beaucoup de choses, et puis c'est vraiment du partage. Ouais, vous passez pas forcément tout, mais montrez un peu Non, je passe pas tout, non, non. Je passe pas tout, je vais aller bon, je vais passer les résultats, c'est pas très intéressant. Là, c'est juste les résultats de l'évaluation de l'information par les internes. Donc, ils avaient un questionnaire avec 36 questions au total. On les a un petit peu obligés à répondre. C'est toujours compliqué de faire. Enfin, nous-mêmes, je pense qu'on répond pas aux questionnaires quand on est sollicité parfois. Donc, on les a un petit peu bougés par rapport à ça. On a une satisfaction générale qui est de 3,7 sur 5. Alors, je vous rappelle que la première promotion, c'était un modèle, on va dire, conventionnel, classique, avec beaucoup de cours magistraux. Voilà, donc après, on avait des niveaux de satisfaction plus ou moins importants en fonction des thématiques. Et ce qui ressortait néanmoins, c'était que justement les thématiques avec les niveaux de satisfaction les plus grands correspondaient notamment à des thématiques où il y avait moins de cours magistraux, mais plutôt des mises en situation. Donc ça nous a confirmé qu'il fallait absolument qu'on change notre façon de faire cette formation. Donc les mises en situation, voilà, elles sont notées également ici. Alors, ce qui était les retours qu'on avait, c'était quand même qu'il y avait quelques difficultés sur les visios, il ne faut pas se mentir à l'époque. Alors, on utilisait autre chose que Zoom, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus stable. Bon, on avait des retours sur l'absence d'enseignement sur la cardiologie, donc on a juste répondu aux internes que ce n'était pas de la phase SOC, mais c'était plutôt de la phase d'approfondissement ou de consolidation. Que c'était très chronophage, on en a tenu compte aujourd'hui, puisqu'ils n'ont plus de travail à faire, on va dire, en amont de la journée sur une thématique, mais c'est bien pendant la journée de la thématique. Un faible coefficient d'évaluation des mises en situation, bah oui, à l'époque, on n'avait pas encore mis tout ça en place, donc on va s'améliorer là-dessus. Voilà, une approche plutôt patient, prise en charge, donc c'est notamment le cas aujourd'hui sur de très nombreuses thématiques. Et on a pris l'exemple tout à l'heure de l'abord parentéral, on a des approches vraiment patients, on repart en fait du patient, de son traitement, et puis on met en place des nouveaux, ils ont à définir les montages de perfusion par exemple, définir les débits de perfusion, enfin plein de choses. On avait mis en place au niveau de l'oral, en fait, ils devaient nous présenter leur poster, en fait, une communication affichée. Bon, ils ont trouvé ça un petit peu difficile, puisqu'ils ne savaient pas vraiment ce qui était attendu et demandé. Donc là, il faut qu'on retravaille sur le contrat pédagogique un petit peu par rapport à ça, et puis qu'ils sachent vraiment ce qu'ils ont à faire. Et puis, on avait pas mal de retours sur l'aspect stérilisation qui était pour eux trop limité en termes d'enseignement. On a répondu à ça en indiquant que au cours de la phase SOC, on est vraiment sur une phase d'initiation autour de la stérilisation et que par contre la phase d'approfondissement et de consolidation, ça permettait vraiment d'avoir des notions très importantes autour de la ST puis de se professionnaliser autour de ce domaine. Voilà, donc ça c'était des... Voilà, donc on avait des petites choses, enfin ce qui est rayé, en fait, on n'en a pas vraiment tenu compte, hein, et puis ce qui est en bleu, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Voilà, donc on a avancé là-dessus. On a une évaluation, bien sûr, de la part des enseignants. Alors, ce qui était le plus embêtant, bon, c'était les aspects techniques, donc on n'en a pas vraiment parlé parce que du coup, on savait qu'on allait changer d'outils. L'évolution du calendrier, c'était un petit peu quelque chose qui était voulu. Alors notamment par les maîtres de stage, puisque c'était quand même très chronophage. On avait tous les mercredis qui étaient pris. On a fait une pause qu'un seul mercredi pendant l'été. Donc on a eu quelques reproches par rapport à ça. Donc on a corrigé. Là par exemple, on a eu une session, enfin une journée mercredi de cette semaine. Et la prochaine session, elle sera dans 5 semaines, puisqu'elle n'aura lieu que le 18 août. Donc on a vraiment tenu compte de ça pour laisser en fait de la marge aux maîtres de stage, notamment de s'organiser au mieux dans leur service. Voilà, donc la qualité des interactions était assez faible. Mais ça, c'était lié à notre visio qui était très compliqué parfois.
Alors, je sais qu'il y Voilà. a là-dessus, il y a beaucoup de modèles, hein. Les Lillois, ils travaillent par séminaire, ce qui est pas mal aussi. Nous, on a choisi de caler sur la journée parce que ça nous semblait bien. Après, ce modèle, il n'est pas forcément figé. Bon, les enseignants ont rapporté aussi des points négatifs, forcément, mais c'est normal, hein. Donc, il y en a pour lesquels on n'a pas tenu compte, puis d'autres, voilà, le manque de proximité, d'interaction avec les internes, le présentiel est supérieur au distanciel. Bah oui, mais malheureusement, pour pouvoir permettre d'avoir une formation qui s'adresse à 60 internes, potentiellement, ben, voilà, c'est différent avec 5 régions différentes, ça va être un petit peu compliqué de faire du présentiel. Voilà, donc on s'adapte. Voilà, question d'examen qui n'avait pas été vraiment relu par tout le monde, donc ça a chagriné certains, mais c'est normal. Donc on a proposé pas mal d'évolutions. Voilà, donc accentuer les enseignements synchrones notamment, mettre en place des vidéocapsules. Donc on a commencé, on a déjà 2 vidéocapsules sur la partie biomatériaux, biocompatibilité. On a un support sonorisé, on va dire, sur également les matériaux. Moi, j'ai fait une vidéo sur le contrat pédagogique, puis on va monter en charge tranquillement. On en a déjà identifié une nouvelle sur la partie circuit d'UDM. Et puis, on en a une autre qui va être mise en place sur les pansements, et puis également sur l'abord chirurgical. Enfin, voilà. Et puis, par exemple, sur la stérilisation, on a une vidéo qui présente l'ensemble de la stérilisation. Donc, ça permet aux internes de déjà voir de visu, sans y être allés, comment ça se passe. Et puis ensuite, ils vont travailler sur différents cas, désinfection, lavage, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? On essaie de développer des nouveaux outils, hein, bien sûr. Donc, bon, on est en train de voir si on peut pas faire un escape game autour du marque HE. Bon. Après, Gaël l'a peut-être un petit peu dit tout à l'heure, mais moi, je pense, enfin, je reste persuadé qu'il ne faut pas réinventer la roue non plus. Il y a beaucoup de supports à droite et à gauche, en fait, finalement. Tout le monde fait un petit peu, enfin, fait beaucoup de choses, en fait, un petit peu dans son coin. Et je pense qu'il faut un petit peu mutualiser, finalement. Ça nous fera déjà tous gagner du temps. Et puis, voilà, par exemple, Bertrand de Codin a eu la gentillesse de nous laisser libre d'accès le e-learning sur le marquage CE. Voilà, donc on a eu le fichier SCORM, ça nous a permis de le mettre sur CIDES et ça nous a permis que les internes ils fassent le e-learning et qu'on sache vraiment où ils en étaient. Donc ça, c'est plutôt bien. Je peux citer également les podcasts qui nous ont été gracieusement transmis par Nicolas Martelly de la PHP. Voilà, il ne fait pas partie des 5 régions, mais voilà, les supports existent, il a accepté et je trouve ça que c'est super. Ça permet de diffuser aussi auprès de tout le monde. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors c'est vrai que pour en finir, enfin pas pour finir, mais pour continuer dans ce discours, on avait un problème, hein, sur le DM, c'est que effectivement la capacité de formation en France pour ces produits-là est assez hétérogène. Nous sommes assez chanceux dans dans les Pays de Loire parce qu'on est assez nombreux à être spécialisés, donc c'était assez facile. Clairement, si on nous a demandé de venir aider des régions, c'est parce qu'elles n'avaient pas forcément des gens spécialisés. Alors après, sur les autres domaines, ça doit être un peu plus facile, j'imagine, mais cet échange-là entre tous, moi je le trouve formidable, hein. C'est une grosse remise en cause de nos enseignants, mais quelque part, qu'est-ce qu'on progresse? C'est vraiment intéressant, c'est une autre vision des choses. Je partage tout à fait. Enfin, moi, personnellement, j'y trouve vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec tout le monde. On a une quarantaine d'enseignants au total, donc c'est vraiment très sympa. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure qu'on avait eu 6 mois pour réfléchir. Vous voyez, on avait de décembre, décembre, janvier, février, on a réfléchi autour de chaque thématique. On a formalisé certaines choses, savoir si c'était faisable ou non de changer les éléments. Et puis, à partir de fin février, on a fait une validation collégiale des changements qu'on voulait mettre en place et la production des contenus, et en particulier en lien avec le spin de l'UFR de pharmacie, hein, Florence et Louise, eh bien mars, avril, mai, juin, on a produit, donc on a produit nos supports et puis on va continuer puisque la formation elle dure 6 mois, donc c'est un petit peu lissé. Et voilà, et une fois que cette promo sera passée, on va faire un petit bilan. Et puis en novembre, on va repartir et on modifiera un peu plus à la marge. On va se laisser un petit peu de temps quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit sur 6 mois enfin, il ne faut pas qu'on change tous les 6 mois l'ensemble des choses, mais voilà, il faut que ce soit vraiment à la marge et on le fera peut-être que pour quelques thématiques. Voilà. Mais, Est-ce qu'il y a d'autres questions, Elisabeth?
Est-ce qu'il faut rajouter des choses? Ah, Elisabeth est Non, déconnectée. je Non, suis on là, lui je suis là, connaît. je suis là. Si, 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 je suis là, bien sûr. Non, non, J'adore, j'étais très, j'adore Zoom j'étais pour très, taquiner, moi. oui, 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 non, j'étais très intéressée de voir aussi le retour. Je pense que c'est très bien d'avoir rajouté ça comme ça de façon impromptue. Je trouve ça très bien. Donc après, bah, je ne sais pas si il y avait des collègues qui avaient ce matin des questions en souffrance sur les compétences, mais je ne sais pas s'ils ont pu revenir cet après-midi. Donc sinon, on aurait bien voulu leur répondre de vive voix avec Agatha, qui a gentiment proposé de leur répondre en asynchrone sur son diaporama. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous qui étaient là ce matin sont là aussi cet après-midi. Voilà, je lance le micro à qui veut bien, mais je ne suis pas sûre de. Ah non. C'est Agatha, dommage. peut-être, avait la liste des intervenants qui voulaient poser des questions, donc je ne sais pas. Je reverrai Euh, peut-être. Oui, Agatha. Oui, oui, vous voulez que je regarde sur ces questions qui ont Bah, été posées ce matin? éventuellement rapidement, on a un petit peu, il nous reste 2-3 minutes, hein, peut-être pour une question Je éventuellement regarde tout de suite. qui pourrait intéresser la communauté, oui. Ok, ça marche. Je vais juste regarder. Je consulte la liste. Agatha est dans le TGV? Non, pourquoi? C'est Je vrai que ça reviens. fait un bruit de train un peu, oui. Non, non, non. Attendez, je vais juste consulter. Il y avait une question pour les grilles, de savoir si on peut rentrer nos propres grilles. Je pense que c'était une question concernant l'outil de compétences. En fait, la grille qui peut être importée dans notre outil, il faut qu'elle soit validée au niveau national. Ah oui, alors là, c'est clair. Et ça, on va être assez ferme là-dessus. La grille de compétences a été créée au niveau national, un peu dans la douleur, certainement. Elle sera améliorée, peaufinée, mais elle est nationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réinventer sa grille. Alors, en termes d'agrément, parce qu'il y a deux niveaux dans cette grille. Et tu disais à la fois, elle servira pour l'agrément et à la fois pour l'évaluation. Parce que finalement, pour pouvoir évaluer à l'interne, il faut être en mesure de former à la compétence. La grille n'est pas modifiable. Ce qu'on regarde derrière, par contre, je rappelle, hein, dans ce qu'a montré Agatha, un interne n'est pas obligé de remplir tous les items à chaque stage, ou à un moment donné, il peut arriver à la fin de son internat en n'ayant pas rempli tous les items. Il faut le regarder comme une feuille de route avec des objectifs. On peut concevoir que dans certaines compétences, il y a des items qui ne seront pas atteints à la fin. Après, ce qu'on a toujours dit, et on ne l'a pas écrit dans le dur parce que c'est difficile, c'est que, grosso modo, si à la fin d'un stage, un interne est arrivé à un certain niveau d'autonomie sur 75% des compétences, c'est plutôt positif. Après, les parcours ne seront pas identiques puisque un interne qui aura fait 2 stages dans le même domaine va forcément aller plus loin qu'un qui en aura fait qu'un et ainsi de suite. Mais par contre, la grille est absolument pas modifiable. Non, surtout pas. Parce que sinon, là, on va inventer autant de grilles d'évaluation que de services. Et alors là, je pense que Thibaut va pas être content du tout parce que ça sera pas homogène dans l'évaluation. Et surtout, on ne sera pas capable de comparer parce que c'est un super outil, ça. Hein. Il rentrera dans le portfolio. Et finalement, quand un interne voudra candidater pour un poste d'assistant ou autre d'ailleurs, bah, on a une vague idée ou plutôt une idée précise de là où finalement ce qu'il a fait au cours de son cursus et là où il maîtrise des compétences. Et je trouve que voilà, il faut surtout pas bricoler. Oui, Frédéric. Rebondir un petit peu par rapport à ce que tu venais de dire. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une évaluation des terrains de stage? Parce que l'acquisition des compétences, elle va dépendre également du terrain de stage et de la capacité qu'il a à former. Et c'est un peu touchy comme sujet, donc il faut l'amener correctement pour pas être biaisé, notamment. Alors là-dessus, c'est là-dessus où c'est le plus difficile pour l'instant puisque on a donné les grilles telles quelles au maître de stage en disant quelles sont les compétences que
sur lesquels vous pouvez accompagner les internes. Ce que j'ai vu moi dans les premières grilles, alors nous ce qu'on fait pour l'évaluation des stages, des lieux de stage, on se partage entre différents enseignants et en général on croise dans la région. Par exemple, nous on est examiné par Angers et nous on examine Angers ou ailleurs. Comme ça, on est assez objectif. Après, on l'a basé sur la base du volontariat des collègues d'écrire ce qu'ils faisaient. Et on suppose que les internes sont assez vigilants pour nous faire remonter très rapidement là où il y aurait eu des engagements très forts et pas de tenue. Ça, on peut leur faire confiance, d'autant plus qu'ils vont cocher des choses. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Mais je rappelle que dans le texte, on devrait évaluer, effectivement, aller faire un tour sur les lieux de stage. Pour l'instant, on était tellement dans le montage de la réforme qu'on n'a pas forcément eu le temps de le faire, ou on a été voir là où on pensait qu'il y avait un problème. On a quand même fait quelques visites. Mais la logique, ça serait d'aller faire un point avec les maîtres de stage pour aller voir ce qui se passe. Je suis moi plus sur une méthode un peu plus pédagogique où on aurait, puisqu'on aura le retour des internes sur les évaluations, donc indirectement, ils feront leurs commentaires, c'est de faire des ateliers avec les maîtres de stage régulièrement pour échanger, pour discuter, et d'ailleurs pour enrichir ou diminuer, parce que j'ai complètement conscience que les compétences, il y en a un peu beaucoup. J'en suis totalement conscient, mais on ne pouvait pas, dans la construction du programme, à la fois demander aux spécialistes du domaine de construire leurs fiches compétences pour au final dire attendez, vous en avez mis trop, on va les supprimer. Donc je pense que ça va être le rôle du collège de travailler sur ce qui est vraiment utile finalement parce que c'est très fin, c'est très très fin dans l'approche. Par contre, ça détaille complètement le métier. Je pense qu'on arrivera à réduire un peu ou de revoir les choses un peu différemment sous items. Mais c'est vrai que normalement, on devrait aller voir les lieux de stage. Après, c'est clair, les internes, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais on vient de faire là les agréments, la campagne d'agrément pour les lieux de stage. Les internes savent très bien nous dire quand ça ne va pas, quand ce qui est coché n'est pas fait. Et là, on est plus sur des refus d'agrément en renouvellement, quand même, si ça va pas. Excuse-moi, Oui. il est 16 heures. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là parce qu'il y a la plénière qui commence. Ok, bon ben écoute, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'espère que ça vous a tous intéressé. Agatha, je pense qu'elle évalue comme d'habitude. Il y aura des évaluations de tout ça ou non? Ouais. J'espère qu'on aura une bonne note parce que c'est bien. C'est Oui, noté. Anne-Sophie, oui. Bon, merci, oui, puis Oui, rendez-vous en simplement, plénière. simplement pour dire, je vais rappeler à Pascal, je suis Anne-Sophie Alpard, donc je suis l'adjointe au responsable de scolarité à la faculté de Lille. Je vais rappeler à Pascal pour les cours. Oui, merci parce que j'ai l'air d'être un peu lourd sur ce coup-là en ce moment. Merci beaucoup. J'ai du mal à l'avoir aussi. Ouais, mais je sais bien, mais on est tous un peu là, c'est un peu compliqué. Mais l'année prochaine sera mieux, je vous rassure. Bon, ben écoutez, merci à à tous. tous. Et Merci. bien pour votre. Merci. Merci Agatha. Parce que Merci. Agatha travaille beaucoup pour nous, donc elle est très 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 compliante et je trouve ça très très bien. Merci. Et puis merci à Florence et comment dirais-je, zut, Johan au secours. Aidez-moi, Louise, et Louise. Louise Maspero, excusez-moi. C'est le début de la sénilité, j'oublie les noms, les prénoms. On leur aide. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, au Bon revoir. week-end. Au revoir à tous.